en termes de persistance. Et en termes de persistance d'une année, les ARA2 sont supérieurs aux IEC, en particulier au niveau de la toux qui peut se jouer. Alors, en termes de protection cardiovasculaire, c'est exactement la même chose. Voilà. Une dernière question là, première rangée. Alors, en général, c'est la question sur les contrôles tensionnels. Alors, ce que je fais en général, consultation J1, le premier jour, le malade arrive. Si je le vois au bout de soit je fais un holter tensionnel, soit je le convoque au bout de 15 jours, je recontrôle le patient, je démarre le traitement, comme on l'a dit, je le revois au bout d'un mois, 3 semaines après le démarrage du traitement, un mois, puis un mois après, si je passe en une bithérapie, puis 3 mois, 6 mois, une année. Voilà. Donc je fais 1, 15, 1 mois, 3 mois, 6 mois, une année. C'est comme ça que je fais un peu le contrôle. Voilà. Pardon ? 3 semaines. 3 semaines. Pour juger un médicament, c'est 3 semaines. Donc, hypertension diastolique, alors ce qui marche, c'est tout ce qui. IEC, ARA2, inhibiteur classique, c'est l'hypertension. C'est un traitement d'abord en monothérapie. Si ça ne marche pas, on passe en inhibithérapie. Mais il faudrait absolument baisser la diastolique en moins 90 mm. Merci, professeur Nice. Vous avez toujours réparé le gros lumière. Alors, j'invite Dr Bekri pour modérer la conférence qui suit et qui sera donc animée par professeur Hicham. Je cède la parole à Dr Bekri. C'est pas évident. Et c'est félicitations pour la deuxième. Je vous présente ici le professeur Hicham Abdelaziz, qui est ex-professeur à la faculté de médecine de Casablanca, pneumologue qui exerce dans le secteur libéral il y a 2 ans, et va nous traiter des cas cliniques de la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. À vous la parole, monsieur le professeur. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être par GSK qui nous ont permis de se réunir pour parler un peu de la BPCO. On va découvrir la BPCO à travers des cas cliniques, ce n'est pas un cours magistral, mais ce sont des cas cliniques réels que j'ai vécu, que j'aimerais bien partager avec vous, comme ça vous allez connaître un peu plus la BPCO de façon un peu plus claire et plus simple. Alors le premier cas, c'est un patient de 40 ans qui est menuisier, qui est tabagique à 8 paquets l'année. Ça veut dire qu'elle a fumé 1 paquet par jour pendant 8 ans, et qui consulte pour une toux qui ramène des expectorations verdâtres, surtout en hiver. Par exemple, au mois de novembre, il commence à tousser, à avoir des expectorations qui sont verdâtres, mais il n'est pas dyspnéique. L'examen clinique retrouve des râles ronflants, de façon bilatérale, et comme j'ai dit tout à l'heure à notre ami, c'est que devant un malade qui fume, il faut absolument faire une spirométrie, et exactement, le VMS était à 80% de la valeur théorique, ça veut dire qu'il a une exploration fonctionnelle exploratoire qui est tout à fait normale. Donc, en résumé, 40 ans, 8 paquets l'année, tout ramenant des expérimentations qui sont verdâtres, et la radio du poumon, vous l'avez comme moi. Il y a une petite distension thoracique, surtout au niveau des 2 sommets, mais vous voyez très bien que la coupe diaphragmatique droite et gauche est vraiment normale, sa convexité est tout à fait normale. Alors, à votre avis, quel est le diagnostic chez ce malade qui présente une toux, qui ramène des expectorations verdâtres, tout simplement, sans dyspnée, avec une exploration qui est normale? Est-ce que c'est bronchite chronique? Bronchite aiguë? Bronchite aiguë. Est-ce qu'on a le droit de parler de BPCO? Non. De VMS, c'est normal. Ça, c'est très important, ce qu'a dit notre collègue, c'est que pour parler de VMS, de BPCO, il faut absolument avoir un VMS inférieur à 70%. Là, vous voyez très bien qu'il a une spirométrie qui est tout à fait normale. Et donc, le diagnostic qu'on a retenu chez ce malade, c'est celui des bronchites chroniques qui est simple. Donc, si vous voulez, c'est ça le début de la BPCO. C'est un malade qui vient de fumer pendant 8 ans, qui fait des expectorations qui sont verdâtres en mois d'hiver. Pourquoi c'est en verdâtre? Parce qu'il fait une infection. Soit pneumocoque ou bien un hémophilus influenzae, il a 48 ans, mais il a une exploration qui est normale. Alors c'est pour ça que je vous invite, pour les gens qui fument, comme je l'ai dit tout à l'heure à notre ami, il faut absolument faire des clichés du poumon pour dépister le cancer bronchique. Parce que
d'après mon expérience quand même, qui date de 25 ans en pneumologie universitaire, 80% des cancéreux ne sont pas opérables, ils sont au stade 4, donc ne sont pas opérables. Donc chaque fois que vous avez quelqu'un qui fume, mais que c'est consulte chez vous pour un diabète ou bien pour un HTA, faites un cliché du poumon, ça va servir aux malades. Donc c'est une bronchite chronique qui est simple. Pourquoi? Parce que c'est surtout une toux avec des expectorations qui sont verdâtres et donc la fonction respiratoire qui est normale. Parce que ça se répète au moins 2 ou 3 ans. Ça se répète, le fait que ça se répète pendant 2 années, pendant 3 mois consécutifs, ça, je vous rappelle un peu le cours de exactement, c'est pas grave. Non, c'est une très bonne question, ça veut dire que le fait que ça se répète tous les ans, pendant 2 mois, 3 ans, et puis vous savez, il y a une chose qui est importante, c'est que la plupart des malades minimisent l'expectoration. Il faut vraiment la chercher, parce qu'à certains moments, ils pensent que l'expectoration verdâtre, c'est quelque chose de physiologique, quelque chose de normal. Alors que ce n'est pas normal, l'expectoration en elle-même, c'est réellement pathologique, dans certains cas. Donc, bronchite chronique simple, comment vous allez le traiter? Alors là, l'antibiothérapie, effectivement, elle est fondamentale parce qu'il y a sûrement un pneumocoque là-dedans, ou bien l'hémophilus influenzae, donc donner un antibiotique, c'est bien. Quoi encore? Bon, non, ça fait 10 jours. Non, là, il a une expectoration qui est verdâtre. Pardon, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on donne l'antibiotique même s'il n'y a pas de fièvre? Mais il n'y a pas de fièvre. Vous savez, chez l'adulte, la fièvre peut manquer. Il y a des expectorations qui sont verdâtres, qui sont jaunâtres. Ça veut dire qu'il faut traiter par un antibiotique. Effectivement, il faut arrêter le tabac. Alors, le sevrage tabagique, c'est un grand problème. On n'a pas encore fait d'études. On va préparer un DU de sevrage tabagique. Je l'ai commencé quand j'étais à l'hôpital, mais il faut absolument que vous, en tant que médecin généraliste, vous faites beaucoup de DU, de diabéto, etc., l'échographie, mais il faut faire aussi le sevrage tabagique. C'est très important, la consultation sevrage tabagique. Et l'antibiothérapie probabiliste, bien sûr, qui va durer 10 jours. L'éducation du patient, bien sûr, il faut l'éduquer dans le sens qu'il doit arrêter de fumer. C'est une étape qui est très importante. Alors, le sevrage tabagique, il doit prendre beaucoup de temps, soit par l'intermédiaire d'une médication ou bien par l'intermédiaire de quelques médicaments qu'on peut proposer aux malades. Mais pour le sevrage tabagique, on peut bien faire un exposé l'année prochaine, si vous voulez, je peux vous faire ça. Et puis la vaccination antigrippale, je pense qu'elle est fondamentale parce que ce sont des gens tarés, parce que le fait de fumer, le tabac, c'est une maladie générale. Mais ce n'est pas uniquement le poumon, c'est le cœur, comme l'a dit le professeur Bouni, c'est l'HTA, c'est, si vous voulez, un petit peu sur une maladie générale. Donc il faut absolument faire une vaccination antigrippale juste pour empêcher l'apparition d'une grippe maligne avec ses complications. Donc le premier cas clinique, c'est un cas simple, c'est celui qui fume, qui ne présente pas de dyspnée, qui présente une expectoration. Oui. Il y a un autre facteur de risque, c'est la poussière de bois. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, poussière de bois, elle peut exposer aussi à la BPCO. Vous savez que pour les gens qui font la médecine de travail, il y a aussi la BPCO professionnelle. La BPCO professionnelle, aussi d'origine professionnelle, elle est exposée aux poussières de bois. Elle a le droit de faire de l'asthme aussi, l'asthme professionnel, et aussi elle a le droit de faire la BPCO professionnelle. Alors, on passe donc au deuxième cas clinique qui est très intéressant. Alors, vous voyez la diapo, elle est chargée. Alors, c'est une patient quand même de 50 ans, chauffeur de taxi, qui est tabagique à 20 paquets à nuit. Ça veut dire qu'il a fumé pendant 20 ans, un paquet par jour. Et qui présente une dyspnée d'effort. Ça, c'est l'élément nouveau. C'est une dyspnée d'effort progressive. C'est ça qui fait rentrer le malade dans la BPCO. C'est la dyspnée d'effort depuis 2 ans et qui s'aggrave progressivement. C'est ça la chose la plus grave, c'est que la dyspnée s'aggrave et le malade ne sait pas que son souffle il est en train de s'estomper, de diminuer. Et consulte pour une dyspnée d'effort avec des expectorations qui sont jaunâtres. Je répète bien, jaunâtres, verdâtres. L'examen clinique retrouve un patient en mauvais état général. L'examen pleuropulmonaire individuel viral sibilant et ronflant. Et là, quand on fait la spirométrie, tout à l'heure, je discutais avec mon ami s'il y a des appareils pour les médecins généralistes. Et c'est vraiment des appareils qui permettent de mesurer la capacité vitale, le DLP et le VMS. Alors, je suis en train de chercher parce que je vais faire un topo dans 2 semaines à Casablanca sur la spirométrie et sa pratique, aussi bien chez le généraliste que le spécialiste. On est en train de voir s'il y a des industries donc, qui peuvent commercialiser ce genre de petites machines au Maroc. Parce qu'on ne dispose pas à Casablanca, bien sûr, dans tout le monde.
Donc ici, j'ai fait une spirométrie chez ce malade, 60% de la valeur théorique. Le fait de dire qu'il a une dyspnée avec une VMS à 60%, on rentre dans... Voilà, ça c'est la définition de la BPCO. C'est un VMS, normalement la définition de la BPCO c'est VMS sur capacité vitale qui est inférieure à 70%. Mais il a déjà le VMS qui est à 60%, donc on peut dire que c'est un malade qui fait une BPCO, qui fait une bronchite chronique obstructive. Alors, il faut faire un cliché du poumon, c'est fondamental. Quelqu'un qui fume, qui a 50 ans, qui a 20 paquets à nez, il faut faire un cliché. Ça, je le répète, parce que quand j'étais au CHU pendant 25 ans, j'ai vu beaucoup de cancers qui ne sont pas opérables. Et pas mal de collègues n'ont pas fait le cliché du poumon. Alors, je fais le cliché, ce malade, vous voyez très bien, par rapport au premier cliché du premier cas clinique, il y a une distension thoracique, vous voyez cette hyperclarté au niveau des deux champs pulmonaires. Vous voyez la coupole diaphragmatique qui est festonnée. Le diaphragme, c'est le muscle inspiratoire fondamental dans l'inspiration et dans l'expiration. Quand vous avez un diaphragme qui est festonné, ça veut dire un diaphragme qui ne travaille plus, ça veut dire que le malade est essoufflé, qu'il a une fonction respiratoire qui est en train de se détériorer. Donc vous voyez très bien qu'il a l'hyperclarté au niveau des deux champs pulmonaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais lui demander un TDM thoracique pour voir un peu la qualité du poumon, comment il est, parce que le scanner nous permet de mieux visualiser le poumon, sa qualité, comment il est. Alors vous voyez très bien le poumon, plein de bulles d'emphysème, surtout à droite. Vous voyez très bien les bulles d'emphysème. Ce sont des bulles, hein. Donc c'est un malade qui risque de faire un pneumothorax, moindre effort, il peut faire un pneumothorax. Des bulles d'emphysème. Donc c'est un malade qui présente un broncho-emphysème très évolué. Vous voyez très bien dans la coupe ici à droite, il y a des bulles d'emphysème qui sont postérieures, et puis à gauche, vous avez d'énormes bulles d'emphysème qui sont situées donc au niveau de la partie basale, parce qu'au niveau du couple qui passe par le cœur. Alors ma question, quel est votre diagnostic? Bien sûr, c'est une bronchite chronique obstructive, ou bien BPCO. C'est la même chose, c'est le même nom. On peut dire bronchite chronique obstructive, comme on peut dire bronchopneumopathie chronique obstructive. Ça dépend, on va parler français ou on va parler anglais. Donc en français, c'est la bronchite chronique obstructive, bien sûr, ou bien une BPCO. On verra tout à l'heure la classification des BPCO, parce que devant une BPCO, il faut bien savoir quel est le stade de cette BPCO. On ne peut pas prendre en charge un malade qui présente une BPCO sans faire un cliché du poumon, sans faire une spirométrie. Parfois même, il faut demander une plétismographie. Pourquoi? Quelle est la différence? La spirométrie doit vous donner une idée sur le VMS. À mon avis, c'est largement suffisant, et la capacité vitale. Mais pour un médecin spécialiste, on peut demander une plétismographie parce qu'on va mesurer la capacité pulmonaire totale, on va mesurer le volume résiduel aussi, et la CRF, la capacité résiduelle fonctionnelle. Et vous imaginez que c'est la CRF qui est le meilleur critère pour suivre un malade qui présente une BPCO. Alors la CRF, c'est quoi? C'est la capacité résiduelle fonctionnelle, ça veut dire quand on fait une expiration normale, ce qui reste, c'est la CRF. Normalement, cette CRF, elle augmente au fur et à mesure que le malade avance dans sa BPCO. Donc, bronchite chronique obstructive. Voilà. Alors, comment vous allez le traiter? Il est dans votre cabinet. Moi, je parle toujours de votre échelle, cabinet de médecine générale. C'est un malade qui présente quoi? Exacerbation de BPCO, exactement comme l'a dit notre ami. Et surtout, c'est une exacerbation infectieuse. Parce que vous savez qu'on peut avoir... Oui, madame. Exactement, vous avez raison, on ne va pas parler de ça, tout simplement parce que la définition de la BPCO, c'est une diminution progressive et irréversible du trouble ventilatoire obstructif. La réversibilité ne dépasse pas 6%, voire même 5%. Parce que c'est vraiment des lésions, parce que ce qui fait la différence entre la physiopathologie de l'asthme et la physiopathologie de la BPCO, c'est que dans l'asthme, on a un bronchospasme qui est réversible. Parce que l'inflammation dans l'asthme, c'est une inflammation qui est due à des cellules eosinophiles. Par contre, l'inflammation dans la BPCO est due au neutrophile, avec destruction des fibres élastiques qui est remplacée par du collagène. Le collagène instinctivement, ça veut dire qu'une fois qu'il est là, ça y est, c'est terminé. Donc la réversibilité, elle est vraiment très affaiblie, très diminuée en matière de BPCO. À tel point que, de toute façon, quand on fait une spirométrie à un malade qui présente une BPCO, toujours on doit faire le test de réversibilité. Ça fait partie de l'examen.